but it just was. Commander David Fravor was leading a training exercise from the USS Nimitz Carrier Strike Group when he was abruptly ordered to investigate an unknown target that had appeared on one of the ship's radar scopes. We're going to suspend the training. We have real-world tasking, so we're like, okay, cool. He and another F-18 Super Hornet, each carrying 2 airmen, zoomed toward the coordinates. So it's myself and my Wizzo, and the other pilot and the Wizzo in the back seat of that airplane. So there's 4 of us. When they arrived, they first saw what appeared to be a large object slightly below the surface of the ocean, with a strange oval-shaped craft darting around in the air just above it. If you picture a Tic Tac that's about 40 feet long, round on both ends, no rivets, no metal, smooth white. It was white. It was just smooth, no wings, no propulsion, no windows. It didn't matter which way it was pointing because as it was moving over the water, it would go, it never turned it never changed its longitudinal axis. It went fore, aft, left, right. It was just doing this. And I said, hey, I'm gonna go check that out. All of a sudden, you just see it turn its body and go, whoop, and start coming up at you. You go, that was rather interesting. We're just looking at it, we're doing this, we're looking at it, we're looking at it, we're looking at it. We go around all the way around the outside of a circle, 180 degrees. Well, I know where he's going, so I'll just go over there. And this thing goes poof, and it's gone. I mean, literally that fast. Gone. You can think about what we're saying, like, holy shit, what the is that? And then there's a lot of, dude, what the? Did you guys see that? Do you guys see it? And they're like, it's gone. We don't see shit. Nothing accelerates that fast. You're talking, something that not only accelerated beyond anything that we had seen, but it just was. The controller comes up and says, hey, you're not going to believe this, but that thing is back at your cap point. Meaning the object had instantly reappeared at the precise secret coordinates of the fleet's critical aerial defense zone. It obviously had some awareness. It knew where we were going. That'll make the hair on the back of your neck stand up. And I actually told my backs here, I said, I don't know about you, I'm pretty weirded out. More jets, equipped with the Navy's most advanced radar visual tracking systems, were scrambled. This time, capturing the object on video. First thing he gets is a little blip on the radar. He puts his cursors over it, and he tries to grab a lock on it. Basically, when you take a lock, you tell the radar, look at that location and stare at it and put all your energy on that point. Well, as soon as it does it, the radar gets indications that it's being jammed by the object it's trying to lock. The infrared sees differing temperatures, so the Tic Tac is actually hotter than the air around it. It doesn't have to be by much, but it's going to appear white. They're driving straight at it. It's just kind of hovering there. And then it goes poof, and it takes off the side. The controller comes up and says, hey, you're not going to believe this, but that thing is back at your cap point. Meaning the object had instantly reappeared at the precise secret coordinates of the fleet's critical aerial defense zone. It obviously had some awareness. It knew where we were going. That'll make the hair on the back of your neck stand up. It knew where we were going. It knew where we were going. Aucune autre explication n'est possible, et je persiste et signe en disant ceci. Certains vont me rétorquer que je suis dans l'erreur, car ils ne voudront jamais admettre que c'est possible. Ils vont trouver toutes sortes d'excuses pour expliquer ces comportements en vol de ces objets, allant même jusqu'à exprimer l'hypothèse
selon laquelle ces objets auraient surveillé le comportement et les habitudes de l'armée, afin de déjouer les actions des avions de chasse. Ce qui est un non-sens, puisque le niveau d'incertitude invaliderait totalement la faculté de ces objets de pouvoir prédire à l'instant même le comportement même de ces avions qu'ils le prennent en chasse à l'instant suivant. Voici en simulation un exemple du comportement de ces objets en vol. Comme vous pouvez l'imaginer, aucun avion ne serait capable de faire un virage à angle droit tout en gardant une vitesse constante. Les conséquences pour un avion et son pilote seraient littéralement dramatiques. L'accélération de la force G serait tellement importante que le pilote serait littéralement écrabouillé contre les parois de son cockpit. Et l'avion se disloquerait bien évidemment. Et pour être plus juste, je dirais même que un avion serait totalement incapable de faire une telle prouesse, même aussi performant qu'il soit. Voyons maintenant cette même scène, mais ralentie considérablement. L'objet rentre dans le champ de vision de la caméra avec une vitesse constante. Il effectue un changement de direction sans aucune décélération. Notez également au passage que l'objet n'a emprunté aucune courbe pour changer sa direction. Il en convient donc de dire que ce comportement est totalement contraire aux lois de la physique. Alors, comment est-ce possible ? Pour comprendre le déplacement de cet objet, nous devons impérativement le décomposer étape par étape. Première étape, l'objet parcourt la trajectoire A pour arriver à B. Une fois arrivé au point B, l'objet disparaît de notre cadre tridimensionnel. Deuxième étape, l'objet a fait un saut temporel pour se repositionner, afin de réapparaître avec une autre trajectoire exactement au même endroit où il avait disparu au point B. Troisième étape, l'objet apparaît au point B' pour atteindre le point A'. Cette boucle que vous pouvez voir, qui relie B à B', est en réalité totalement invisible pour les pilotes de chasse, y compris pour les instruments de mesure tels les caméras thermiques ou les radars. Pour ainsi dire, il n'y a aucun temps de latence entre le passage du point B jusqu'au point B'. Et ainsi, quand vous regardez la scène à vitesse réelle, vous verrez uniquement ceci. N'ayons plus peur de le dire, il a fait un bond dans le temps. Il est allé dans le passé. Ce qui lui permettra de se réorienter afin de ressortir au moment présent, dans une autre direction que celle qu'il avait précédemment. Malgré cette explication qui est tout à fait viable et valable, certains d'entre vous ne voudront tout de même pas accepter le fait que ce soit possible et préféreront invoquer un univers gémellaire que cet objet emprunterait afin d'arriver à cette prouesse. Ce qui est également un non-sens, car le fait de changer d'un univers pour aller vers un autre ne modifie en rien la temporalité, tel que le décrit Jean-Pierre Petit avec son modèle Janus à univers bimétrique. Comprenez par là qu'un changement de localité dans l'espace n'est pas un changement temporel. Il s'agit bien de deux fonctions bien distinctes, faisant partie d'une seule et même entité que l'on peut nommer l'espace-temps. Faisons ensemble rapidement le point. Que savons-nous à ce jour sur les ovnis ? Nous savons qu'ils sont parfaitement réels et matériels. Nous en avons les preuves par le biais des caméras thermiques embarquées dans ces avions, ainsi que les signatures radar et les observations au sol. Nous savons également que ces ovnis sont capables de prouesses aéronautiques que nos propres avions ne seront jamais capables d'effectuer. À présent, nous pouvons également inclure le fait que ces objets sont capables de se déplacer sur la flèche du temps, ce qui prouve, par ailleurs, leur prouesse de vol hors du commun. Faisons maintenant le point sur ce que nous ne savons pas sur ces ovnis. Nous ne connaissons ni leur origine, ni leur temporalité dans laquelle ils ont été fabriqués. Nous ne connaissons pas plus les matériaux ni la technologie qui a été employée. Et pour bien planter le clou encore plus profondément, nous ne savons pas comment ils sont dirigés et par qui. Autant de questions qui vont vous mettre les neurones complètement à l'envers. Car suite à mon explication, vous devez possiblement penser que, effectivement, c'est peut-être possible, mais
Avec de tels changements brusques dans les directions de ces objets, il est impossible qu'ils soient pilotés par quelque chose d'humain ou extraterrestre. Comme je l'avais expliqué, ceci en raison des fortes accélérations-décélérations et de la force G qui s'accroît, qui serait au final létale pour l'occupant de cet objet. Et c'est là que vous êtes totalement dans l'erreur, car vous n'avez pas bien suivi et vous n'avez pas compris mon explication. Cette boucle de repositionnement temporel est justement la solution pour supprimer littéralement l'accélération de la force G latérale durant un changement de direction brusque. Imaginez que vous êtes aux commandes de cet ovni. Vous ne ressentiriez qu'un déplacement linéaire. Le changement d'orientation de l'objet n'induirait aucune accélération de la force G. Ainsi, la seule chose qui aurait changé, c'est votre orientation dans l'espace. Nous pouvons même émettre l'hypothèse suivante. S'il y a effectivement un pilote dans cet ovni, il est fort à parier que le cockpit interne avec son siège soit monté sur un système gyroscopique. Ceci pour lui éviter la désorientation dans l'espace. Maintenant, pour vous prouver que je ne raconte pas de conneries et que les médias sont en charge de vous désinformer, je vais vous montrer une vidéo assez récente qui date de 2019. C'est le navire USS Omaha qui a filmé ceci. Écoutez bien ce qu'il se dit. Plusieurs fois vous allez entendre splash. Vous pouvez constater par la même occasion que la mer n'est pas agitée et les creux et les crêtes sont très peu présents. Conclusion, s'il y avait eu réellement un splash, on l'aurait vu à l'écran. Et là, ce n'est visiblement pas le cas. Il n'y a pas eu de splash. L'objet a littéralement disparu des caméras et des écrans radars. En aucun cas, il n'a fait un plongeon dans la mer. Regardez attentivement ce qui va se passer. What was splashed? Splashed. Mark bearing and range. Et ici, j'ai contrasté la vidéo. Et effectivement, on ne voit toujours pas de splash. What was splashed? Splashed. Mark bearing and range. Et voilà la preuve qu'il n'y a pas eu de splash. L'on voit parfaitement quand on ralentit la vidéo que l'objet diminue en diamètre avant de disparaître. Et par ailleurs, si vous l'avez constaté, l'objet est bien trop haut au-dessus de la surface de la mer pour pouvoir prétendre faire un splash. Exactement de la même manière que l'a fait cet objet en 1995. Alors pour ceux qui n'auraient toujours pas compris et qui continuent à faire la sourde oreille, je vais le repréciser. Ceci est une preuve formelle que le phénomène OVNI est capable de prouesses hors du commun. Et là, je vous montre un autre cas où l'on peut voir parfaitement que les personnes qui ont étudié ce dossier sont complètement dépassées et larguées par les événements. Ils n'arrivent pas à trouver de réponse. Un dossier qui n'est pas totalement clos, qui est un cas d'observation qui est fait au soir du 25 avril 2013 sur l'aéroport d'Aguadilla à Porto Rico. D'abord par le contrôle aérien. Le contrôle aérien relève des échos radars bizarres. Bon. Et puis signalerait une lumière à un avion de patrouille maritime américain qui est équipé d'une caméra infrarouge visible qui va être utilisée donc dans cette affaire-là. On voit une tache fluctuante donc d'un objet qui se promène, on va dire au-dessus, je dirais, des abords de l'aéroport. Ce qui est plus extraordinaire par contre, c'est qu'après, cet objet semblerait survoler la mer et plonger dans l'eau sans effet de splash, disent les Américains, et laisser d'ailleurs une trace thermique dans l'eau, ce qui est bizarre, parce qu'en fait un objet immergé dans l'eau, l'eau est opaque aux infrarouges et donc va constituer normalement un écran qui efface toute trace. Il se trouve qu'il y a une trace résiduelle qu'on ne sait pas bien expliquer. Et enfin, pour terminer, cet objet semble ressortir de l'eau et se séparer en deux.
Ce cas exceptionnel a été longuement étudié par un groupe d'experts américains qui s'est procuré les images peu de temps après leur tournage. Des images réalisées à partir d'un avion des services secrets intérieurs des États-Unis. Ce cas incroyable a fait l'objet d'un rapport de 160 pages, résultat de plusieurs mois d'enquête. Ses conclusions sont claires, le phénomène reste inexplicable. En particulier, sa capacité à rentrer dans l'eau sans faire de vagues, puis à se séparer en deux, demeure un mystère scientifique et technique. Une fois de plus, on est face à de la désinformation. Et non, l'objet n'a pas fait de splash. Alors, la question que vous devez vous poser, sommes-nous réellement entourés de personnes incompétentes? Ou y a-t-il réellement une volonté de dissimuler les faits? Vous vous rendez compte? Ce cas a fait l'objet d'un rapport de 160 pages qui conclut, rien au final. Alors la réponse elle est simple et je vais vous la donner. L'objet a disparu littéralement de la caméra pour emprunter justement une boucle temporelle afin de passer par deux lignes d'univers totalement différentes. Et il y a un décalage entre la temporalité d'un objet et celle de l'autre. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que l'objet ne peut pas être à deux endroits en même temps. Il est une fois là, une fois il est ailleurs. Et c'est pour ça que l'on voit qu'il donne cette impression de clignoter quand il est visible deux fois dans le même environnement. Conclusion, l'objet ne se sépare pas en deux car c'est physiquement impossible, mais il a un comportement intermittent, ce qui lui donne cette impression d'être deux fois dans le même environnement. Ce cas exceptionnel a été longuement étudié par un groupe d'experts américains qui s'est procuré les images peu de temps après leur tournage. LOL, un groupe d'experts. Excusez-moi, mais là j'ai juste envie de me foutre de leur gueule. Des Américains qui ont dépensé 22 millions de dollars pour étudier le phénomène OVNI et au final ils n'ont toujours rien trouvé de concluant. Alors, je vais vous dire, on m'aurait donné ne serait-ce que 1% de cette somme, je vous aurais déjà donné les réponses depuis bien longtemps. Mais étant donné que je suis très sympa, la réponse, elle est gratuite. Elle est dans l'explication de cette vidéo. Car il ne peut être autrement. Ça ne peut que être des sauts temporels. Rien d'autre ne peut l'expliquer. Vous avez sans aucun doute remarqué que dans ma vidéo Putris, une autre réalité est possible, que j'ai volontairement tourné le récit en dérision avec une petite voix. Si j'ai procédé ainsi, ce n'est pas sans raison. Car d'après mon expérience et mon constat sur les réseaux, plus vous tenterez de faire passer une chose incroyable pour une vérité, et moins cette vérité sera acceptable. Qui plus est si vous prenez un ton très sérieux. Cela paraîtra comme être une agression envers celui que vous essayez de convaincre. Voilà pourquoi je ne cherche ni à convaincre, ni à forcer les gens à croire en mon récit. Que vous le vouliez ou non, j'expose uniquement les faits, et que les faits. À vous de les accepter ou non. Je dis bien les faits, car oui, il y a des faits qui sont totalement réels dans le récit de Putris. Voilà pourquoi, avec cette vidéo, je souhaite développer avec le plus grand sérieux certains de ces faits. Avertissement, les propos que je vais maintenant tenir seront quelque peu vulgaires. Et étant donné que je suis une personne qui est très taquin, il y a certains qui vont se prendre, mais alors une grosse shitstorm sur la gueule. Mettons les choses une fois pour toutes et définitivement au clair. Le temps est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. L'heure est très grave. Il est à présent plus que souhaitable que ces scientifiques qui ont été nobélisés pour des futilités se sortent maintenant les doigts du cul et nous donnent des réponses valables et sérieuses sur ce phénomène. Fini le temps des railleries et des moqueries. De quoi avez-vous donc peur, vous les scientifiques? Peur qu'on vous coupe les financements? Si vous abordez le sujet des ovnis? C'est ça votre peur? Recevez-vous des menaces de votre hiérarchie? Ou est-ce que tout simplement vous n'en avez strictement rien à foutre de ce phénomène? Et puis que ça vous passe par-dessus la tête? Où est donc passée votre curiosité et votre passion pour la recherche et la découverte? En êtes-vous dépourvu? Quelle est la raison ou la cause profonde de votre désintérêt pour ce phénomène? Moi, je vous le demande, en tant que simple citoyen, qui suis animé par une certaine curiosité,
par un besoin de savoir. Moi, je me pose ces questions. Alors pourquoi pas vous? Vous êtes l'élite intellectuelle, mais que faites-vous à part tripoter des cordes cosmiques et autres théories fumeuses qui n'apportent strictement rien à la science? Vous faites quoi exactement avec le pognon du contribuable, bordel de merde? On a un phénomène physique, réel, qui est totalement inconnu et qui se balade au-dessus de nos têtes, et vous faites quoi? Vous vous touchez la nouille dans vos laboratoires avec des équations. Avec des hypothétiques gravitations quantiques à boucle, avec de la matière noire et de l'énergie sombre, des trucs qui ne sont pas du tout détectables ou vérifiables, mais non, vous persistez dans vos conneries. À la place de regarder les yeux vers le ciel, pour essayer de comprendre ce qui se passe là-haut, non, vous préférez avoir les yeux en bas dans vos conneries d'équations qui ne servent strictement à rien. Hormis les seuls progrès technologiques que vous avez été capable de produire ces 50 dernières années, c'est la miniaturisation des composants électroniques, c'est la micro-informatique, c'est l'optoélectronique et la rapidité des processeurs. Éventuellement, quelques petites choses dans la micromécanique de précision. Mais pour ce qui en est de tout le reste, c'est-à-dire les moyens de transport et de déplacement, on reste toujours sur les vieux procédés qui datent de 200 ans qui tournent sur du pétrole ou du kérosène. Voilà. Donc c'est à quel moment qu'on commencera à mûrir un petit peu dans nos têtes pour comprendre qu'il existe d'autres moyens de transport qui se baladent au-dessus de nos têtes et qui sont totalement inconnus. Car pour limiter notre empreinte carbone sur cette planète, il serait peut-être grand temps de s'intéresser à ce phénomène OVNI qui visiblement ne consomme aucun produit issu du pétrole. Alors je vais vous donner un début de réponse. On sait et on en a la preuve que ces objets génèrent un très fort champ électromagnétique autour de leur empennage. Et ça se voit clairement sur les vidéos des caméras thermiques, des F-18. Alors je vous suggère de créer une collaboration avec une branche de l'armée qui est spécialisée justement dans les hautes fréquences et les rayonnements ionisants de très haute énergie, et vous verrez qu'on peut trouver une solution pour essayer de déstabiliser le champ magnétique d'un de ces ovnis afin de le faire se cracher sur Terre. Et je vais vous filer un petit tuyau pour faire apparaître un ovni. Faites exploser une charge nucléaire à un endroit bien à l'écart de la population, et vous verrez qu'il y a effectivement quelque chose qui va apparaître. Alors de deux choses l'une, soit l'armée est déjà au fait de ces choses, et a déjà effectué ses tests pour essayer d'en abattre, et ils ont caché ça au restant de toute la population mondiale, et ils vous ont mis à l'écart, vous, en tant que scientifique, soit ça n'a pas encore été fait, et ce serait peut-être le moment de leur suggérer de le faire. Parce que, sérieusement, à un moment donné, il y en a vraiment ras le cul d'entendre des discours comme celui de David Elbaz, par exemple. Un complotiste, c'est quelqu'un qui a une théorie qui est souvent très similaire à celle d'un scientifique, mais avec une différence. C'est la certitude. Pour nous, l'opposé, le contraire de la connaissance, c'est pas l'ignorance. L'ignorance est une forme de connaissance, une connaissance savante. Pour le complotiste, c'est l'ignorance qui est le contraire. Nous, la certitude du complotiste, c'est ça la véritable différence avec la connaissance. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je ne me considère pas comme étant un complotiste. Et contrairement à ce que monsieur David Elbaz peut penser, non, il n'y a pas tous les complotistes qui ont la certitude. Notez bien que dans n'importe quel cas, l'adjectif complotiste est toujours agité par les mêmes, par les sceptiques, les scientifiques et les zététiciens. Et ce que l'on peut majoritairement constater, c'est que l'utilisation de cet adjectif sert uniquement à faire taire l'opposition. Alors, monsieur David Elbaz, au-delà de l'ignorance de la science que vous prenez comme étant une qualité, vous en oubliez également le désintérêt pour ce phénomène. Et si l'on pouvait changer ce désintérêt en intérêt pour la science, ce serait sans aucun doute une qualité scientifique, mais bien plus encore, ce serait un immense progrès. Autrement, nous avons aussi le discours de monsieur Étienne Klein. Aurait-on peut-être plus de chance avec lui? On représente l'axe des temps comme un segment sur lequel on met une flèche. On note l'instant présent, l'instant T, disons, et par habitude, on évite de se poser la question du statut qu'ont les instants qui suivent l'instant présent. Quand vous marquez l'instant T sur l'axe en question,
quel est le statut des instants d'après? Est-ce qu'ils existent déjà à attendre que vous arriviez? Ou est-ce qu'au moment où vous êtes présent à l'instant T, les instants qui suivent sont encore dans le néant? Et ça, c'est une question que les philosophes ont posée, et les physiciens la traitent à leur façon, parce que si vous prenez la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, il y a une interprétation possible qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc, qui consiste à dire que l'espace-temps, c'est la même chose que l'espace, au sens où c'est quelque chose qui existe de toute éternité, et si nous avons, nous, l'impression que le temps passe, c'est parce que nous suivons dans l'espace-temps notre ligne d'univers. Un peu comme quelqu'un qui serait dans un train, qui regarde par la fenêtre, qui dit « le paysage défile ». En fait non, le paysage ne défile pas. C'est le mouvement du train dans lequel se trouve cette personne qui crée l'impression qu'il a que le temps passe, enfin que le paysage défile. Ben, l'idée là, c'est la même chose. L'espace-temps, il contient tous les événements, ceux du passé, ceux du présent, ceux du futur. La différence entre ces différentes chronologies, c'est que les instants du futur, les événements du futur sont déjà là, mais à un endroit où nous ne sommes pas encore. Et ceux du passé sont encore là, mais à des endroits où nous ne sommes plus. Et ce qu'on appelle le présent, c'est ce qui est déterminé par notre présence dans l'espace-temps. Bravo, Étienne. Maintenant, il faut passer à la pratique. Monsieur Klein, maintenant je vais vous poser la question qui nous anime tous. Avez-vous le cran et le courage d'étudier le phénomène OVNI afin d'apporter des réponses? Ou devrais-je m'adresser plutôt à un de vos confrères? Tiens, pourquoi pas Thibaut Damour? Quelle est la conception habituelle du temps? Elle est symbolisée par ce gnomon, ce cadran solaire, c'est la fuite du temps, tempus fugit. Beaucoup de gens ont peur et ont l'impression que ce qui caractérise le temps, c'est la fuite du temps. Des philosophes du monde grec, comme Héraclite, étaient sensibles à ça, célèbre Pantarei, tout s'écoule, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Les poètes depuis toujours, soit les poètes latins depuis toujours, ou bien sûr en France Ronsard, le temps s'en va, madame, etc. Lamartine, autant suspend ton vol. Pour beaucoup de poètes, le sentiment premier du temps, c'est cette notion de fuite. Non, décidément non. Visiblement, Monsieur Thibaut Damour est plus un poète qu'un scientifique. Il a tendance à fuir, comme il le dit si bien. Il ne pratique que la fuite en avant. Ne lui parlez surtout pas du modèle Janus de Jean-Pierre Petit, parce que ça lui donne envie de fuir. Aurait-on peut-être un peu plus de chance avec le dessinateur en chef Marc Lachiaiseray? Si je voulais vous le dire en termes de la géométrie de l'espace-temps, alors là je vous ai dessiné par exemple le modèle d'Einstein qui est un modèle statique. Je le redessine, c'est un cylindre. Et le fait que la section du cylindre soit toujours la même ici et tout au long de l'évolution temporelle, ça veut dire que finalement la taille de l'espace, le volume par exemple de l'espace, ne change pas, reste toujours le même. Donc si je voulais définir un univers analogue qui est en expansion, je le dessinerais comme ça. Donc voilà un modèle qui serait un petit peu l'analogue du modèle d'Einstein, mais en expansion. Alors, où est-ce que ça va dans le passé? Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça va arriver à un point comme ça, et on se demande ce qui se passe ici, ou bien est-ce que ça continue comme ça jusqu'à l'infini? Il y a même des modèles où ça pourrait faire comme ça, quoi. C'est-à-dire, l'univers commence en contraction, et puis il arrive ici, et puis il se met en expansion, et aujourd'hui, on est dans la phase en expansion. Donc, a priori, quand je fais simplement des dessins d'espace-temps géométriques, je peux tout imaginer. Non, vraiment, là, c'est pas mieux. Avec lui, on peut tout imaginer, donc c'est la porte ouverte à toutes sortes de fumisteries. Si seulement il pouvait utiliser son imagination fertile pour étudier le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, ce serait déjà une grande avancée. Déjà, votre exposé est totalement clair, et vraiment, pour un néophyte comme moi, ça a été vraiment très très bien. J'ai juste une question, qu'est-ce que vous pensez des travaux de Jean-Pierre Petit, avec sa théorie Janus?
Parce que vous avez parlé de monsieur Sorio et à une époque il a travaillé avec ce monsieur et du coup... Non, il n'a pas travaillé. Il a accepté dans son labo. Pas tout à fait. C'est complètement faux. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec Souriau, on travaillait chez lui à son domicile et il était à la retraite et n'avait plus de laboratoire. Jean-Pierre Petit, bon, il a fait plusieurs travaux, mais moi j'ai regardé ses travaux d'il y a 20 ans. Donc je ne peux pas me prononcer sur ce qu'il fait aujourd'hui. Sur les modèles qu'il avait présentés il y a 20 ans, j'ai lu ses papiers attentivement, j'ai refait les calculs et j'ai trouvé que c'était faux. Donc c'était faux au point de vue des calculs. Donc j'ai trouvé que de toute façon son idée était bonne. Bon, il y avait des idées de masse négative et par exemple pour le problème de masse cachée, plutôt que de mettre une masse positive à l'intérieur, on met une masse négative à l'extérieur et ça a le même effet. Bon, très bien, ça c'est une très bonne idée. Mais l'idée de masse négative, à part ça, il faudrait l'inclure dans le reste de la physique, que ça soit compatible avec la physique quantique, avec le reste. Ce que Lachezaray ignore, c'est que ça a été fait depuis 6 mois. Là, vous avez l'article que nous avons publié, Nathalie Deberg, mathématicienne belge, Gilles D'Agostini et moi-même, dans la revue au top niveau, The Journal of Physics Communication. Comme vous pouvez le voir dans le titre, Nathalie, dont la spécialité est le contexte mathématique de la mécanique quantique, a montré que ces énergies et masses négatives étaient en fait contenues dans l'équation de Dirac, c'est-à-dire faisaient partie de la mécanique quantique. Ça, pour autant que je sache, il n'y a aucune manière dont c'est fait. Donc, pour ce que j'en connais, mais je vous dis, c'est mes souvenirs d'il y a 20 ans, il y avait des bonnes idées. Ce que j'ai lu, c'était inexact. Vous l'avez compris, Marc Lachezaray vit dans le passé. Aujourd'hui, il a présenté donc Janus, sa théorie. Je ne peux pas vous en parler. Bon, il développe tout ça sur YouTube et sur Internet. Oui, je sais bon, bien, après... Je ne pense pas que ça marche, parce que, si vous voulez, il ne faut pas du tout croire que les gens refusent de lire Jean-Pierre Petit ou refusent de lire quelqu'un. Mais si vous voulez, bon, moi, des trucs à la Jean-Pierre Petit, j'en reçois 2 ou 3 par semaine. C'est-à-dire, je reçois 2 ou 3 théories qui expliquent tout, chaque semaine, par des gens qui sont quelquefois des ingénieurs, des ingénieurs physiciens ou quelquefois des médecins. Bon, on ne peut pas lire tout ça. Mais Jean-Pierre Petit, je peux vous dire qu'il a été lu par des comités de CNRS et tout. À ce moment, il n'y a rien d'intéressant qui semble en sortir. Donc lui, il continue son truc, je ne peux pas vous en dire plus. Conclusion. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai la nette impression que tous ces académiciens qui ont été confrontés à Jean-Pierre Petit en ont une trouille monumentale. Alors de quoi ont-ils peur exactement? Ça, c'est la vraie question. Et pour être très honnête avec vous, je ne crois pas une seconde au bidonnage qu'a dit Marc Lachezaray sur le fait qu'il reçoit plusieurs fois par semaine des modèles théoriques qui expliquent tout dans le style de Jean-Pierre Petit. Mais si vous voulez, bon, moi des trucs à la Jean-Pierre Petit, j'en reçois 2 ou 3 par semaine. C'est-à-dire, je reçois 2 ou 3 théories qui expliquent tout, chaque semaine, par des gens qui sont quelquefois des ingénieurs, des ingénieurs physiciens ou quelquefois des médecins. Bon, on ne peut pas lire tout ça. On ne peut pas lire tout ça, dit-il, mais c'est complètement aberrant. C'est à croire que les académiciens sont des gens qui travaillent en usine à la chaîne et qui sont vraiment overbookés. Alors, je ne pense pas que ces académiciens ont les mêmes contraintes que monsieur et madame tout le monde. Comme moi, vous l'avez compris également, voilà comment Marc Lachezaray coupe court à la discussion en jetant le bébé avec l'eau du bain. Mais dites-nous, monsieur Lachezaray, y a-t-il quelque chose qui vous interdit de collaborer avec d'autres confrères? Vous connaissez sans aucun doute l'expression « 2 têtes valent mieux qu'une seule » et 4 têtes valent mieux que 2. Alors qu'attendez-vous? Mettez-vous à plusieurs face à Jean-Pierre Petit et réglez définitivement ce problème. Parce que, excusez-moi du terme, mais on a l'impression que
vous, les scientifiques, les nobelisés, vous vous comportez comme des couilles molles face à un vieillard tel que Jean-Pierre Petit qui visiblement a un braquemar bien dur et qui est bien déterminé à vous foutre des coups de trique. Alors que faites-vous? Bon sang, pourquoi y a-t-il toujours un pas de réponse? Pourquoi vous ne répondez pas aux appels de monsieur Jean-Pierre Petit? Avez-vous peut-être reçu des consignes de ne pas discuter avec lui? Ou auriez-vous peur de découvrir la possibilité de pouvoir voyager dans le temps et dans l'espace en étudiant son modèle théorique Janus? Si tel est le cas, cela confirmerait l'exactitude de ma vidéo précédente, ainsi que celle-ci. Je vous propose maintenant d'écouter une courte allocution du président de l'Académie des sciences. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir qu'au nom de l'Académie des sciences, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sous la coupole de l'Institut de France. Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce lieu magnifique pour remettre officiellement et solennellement leur prix à plus de 80 récipiendaires qui ont été distingués en 2021 par l'Académie des sciences pour leur talent et leur contribution remarquable à la science. De fait, il est dans les missions de l'Académie d'encourager et de soutenir la vie scientifique, ce qui se fait de multiples façons. À ce sujet, je ne peux que vous encourager à visiter notre site internet pour vous en convaincre. Vous y trouverez le détail de nos activités et aussi de nombreuses invitations à nous rejoindre, en présence ou à distance, en direct ou en différé, dans le cadre des événements que l'Académie organise et ouvre au public. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé sur le site de l'Académie des sciences, j'ai mis 3 jours à le fouiller de fond en comble, et je n'ai strictement rien trouvé sur ce qui nous intéresse. Visiblement, il manque une rubrique, celle de l'étude scientifique des transports non conventionnels. Bref, je pourrais encore continuer des heures à cracher ma rage sur d'autres académiciens. Alors je sais bien qu'à mon niveau, sur Internet, je ne me considère pas comme étant un youtubeur, mais juste une simple personne qui met quelques vidéos sur sa chaîne. Je fais malheureusement très peu de vues, et par conséquent cette vidéo aura très peu de chances d'arriver aux oreilles de ces académiciens. Alors je compte sur le peu de personnes qui vont regarder cette vidéo pour tenter de la partager le plus que possible, en espérant qu'elle fera son chemin vers des oreilles influentes. Parce que j'ai 2 requêtes. La première, c'est de me prouver que l'explication que j'ai fournie tout au début de cette vidéo est totalement fausse. La seconde requête, je souhaite par la même occasion que le modèle cosmologique Janus de Jean-Pierre Petit soit confronté à ses pairs, afin de crever définitivement l'abcès. Le défi est lancé. Si ces 2 requêtes seront entendues, il n'y aura que 2 réponses possibles. Dans le meilleur des cas, nous ferons une énorme avancée en science, ou carrément pas du tout, car c'est également une éventualité qu'il faudra prendre en compte. Dans le pire des cas, il y aura un pas de réponse, ce qui signifiera en réalité que l'Académie des sciences et ses serviteurs sont corrompus jusqu'à l'os et savent exactement ce qu'il se passe avec ce phénomène OVNI et qu'il y a eu ordre de ne surtout pas évoquer ce sujet, ainsi que le modèle Janus de Jean-Pierre Petit. À présent, si vous le souhaitez, vous pouvez me considérer comme étant un complotiste. Mais n'oubliez pas une chose, tant que nous n'aurons pas reçu de réponse, ces questions resteront ouvertes et surtout légitimes. Comme je l'avais précisé dans la vidéo putrice, le dossier entre guillemets extraterrestre n'est qu'une fumisterie, une vaste fumisterie qui ne sert uniquement à vous faire tourner en rond, sans apporter de réponse. On le voit bien avec les dossiers du MUFON et du GEPAN, ainsi que d'autres organismes qui sont en charge de récolter les témoignages. Ils ne servent strictement à rien pour la science. Idem pour les dossiers du Pentagone qui sont déclassifiés et caviardés de marqueurs noirs. Ils ne servent strictement à rien. Ils font d'ailleurs l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils servent à détourner l'attention des essais nucléaires. Savez-vous combien d'essais nucléaires a fait la France entre les années 1960 et 1996 ? Non ? Vous n'en avez aucune idée ? Je vais vous le dire moi.
210 essais nucléaires. Et d'après vous, ça servait à quoi? Ça servait à montrer aux voisins qu'on en a une plus grosse que lui? Non, la raison, elle est tout autre. La raison, elle est très simple. À chaque essai nucléaire, il y avait spontanément l'apparition d'objets inconnus. Et oui, parce que la France, elle aussi, elle voulait son Roswell. Alors maintenant, je vous laisse imaginer et faire le calcul avec le nombre de pays qui sont nucléarisés sur cette planète. Et donc, potentiellement, vous pouvez calculer le nombre d'apparitions d'OVNI que ça a pu faire. Quand vous superposez les lancements, enfin les tests dans l'atmosphère, avec les cas d'OVNI, vous vous apercevez que vous avez une similitude au niveau des courbes, avec un décalage de 2 ans. C'est très curieux. Alors je ne peux pas l'expliquer, hein, simplement je constate que les 2 courbes ont la même forme et qu'elles correspondent en fait à chaque fois à des tests nucléaires. Quel est le rapport entre un crop circle contenant une tête d'alien et un message avec cette présente vidéo? C'est ce que nous allons développer maintenant. Ce magnifique crop circle est apparu en Angleterre, à Crabwood, en 2002. Qu'il me soit permis de planter le décor. Pour les sceptiques, ce crop circle est la preuve formelle qu'il a été fabriqué par la main de l'homme avec des planches et des ficelles. Et pour les autres, les fervents défenseurs de l'hypothèse extraterrestre, c'est une preuve formelle qu'ils nous ont visités. Alors je vais tenter un exercice relativement périlleux afin de mettre tout le monde d'accord. Parmi tous les crop circles qui ont été recensés, c'est le seul qui a été fait sans planche et sans ficelle. Et non, il n'est pas extraterrestre, il est parfaitement humain. Alors, comment suis-je arrivé à cette conclusion? Je vais vous lire un court passage de son histoire. Je vous mettrai le lien en description de cette page. Alors, c'est juste ce passage-là qui nous intéresse. Stephen Short de Warnford, à proximité, était sur le terrain dans la nuit du 21 août et a eu une conversation avec 3 jeunes femmes d'âge moyen, qui séjournaient au camping de l'autre côté des mâts radio. Oui, parce qu'il y a des antennes radio à proximité des champs. Ils ont rapporté que dans la nuit du jeudi 15 août, ils avaient été témoins d'un incroyable spectacle de lumière dansante sur le terrain, qui n'arrêtait pas de tourner, de descendre en spirale jusqu'au sol, puis de remonter, puis tourner en rond, puis descendait et remontait avant de disparaître comme une étoile filante. Le dimanche 25 août, j'ai reçu un appel téléphonique de Mary Wakelam, dont la maison Crabtree Farmhouse borde le champ de Crabwood. Lorsqu'elle m'a téléphoné, elle venait de rentrer d'une visite de la formation et était entrée en conversation avec une famille qui lui avait montré des tiges de blé prises à l'intérieur de la formation, légèrement brûlées et noircies. Marie trouvait cela curieux, car vers 23h, 23h30, le soir du jeudi 15 août, elle avait été surprise de sentir une forte odeur de brûlé, comme un feu de joie venant du champ. Sa chambre donne sur le terrain et la fenêtre de sa chambre était ouverte à ce moment-là. Par ailleurs, on pourra noter que dans ce passage, il précise bien qu'aucune des tiges n'a été brisée dans l'une ou l'autre formation. Ils étaient courbés à la base. Alors quand il parlait de l'autre formation, c'est celle de Shibolton avec le visage qui ressemblait à un être humain. Faisons rapidement le point. Que savons-nous maintenant sur ce crop circle? Le soir de sa formation, il y avait une forte odeur de blé brûlé entre 23h et 23h30. Les épis de blé qui ont subi une forte et brève chaleur confirmeront ceci. Par ailleurs, aucune tige de blé n'a été brisée. Elles ont toutes été courbées à leur base. Il faut aussi prendre en compte les éléments suivants, c'est-à-dire le témoignage des 3 jeunes femmes, ainsi que le témoignage de la femme qui a dit avoir senti une forte odeur de brûlé entre 23h et 23h30, ce qui ne signifie pas obligatoirement que ce crop circle a été fait en exactement une demi-heure. Nous savons qu'une odeur de brûlé peut persister dans l'air durant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ce détail qui semble en réalité insignifiant a une très grande importance et peut potentiellement prouver que le temps qui a été mis pour faire ce crop circle a été largement inférieur à une demi-heure, tout au plus quelques minutes. Là, je pense que c'est suffisamment clair. Il n'a certainement pas été fait avec des ficelles et des planches, et il a été fait avec une technologie visiblement
qu'on ne connaît pas encore. Alors à un moment donné, il faut un peu arrêter avec les deux papis anglais qui revendiquent la paternité des crop circles avec des planches et des ficelles. Parce que ça ne tient pas la route, surtout pas avec ce crop circle. Et pour vous démontrer que ça ne tient pas la route avec des planches et des ficelles, on va faire un comparatif avec le crop circle qu'ont fait un petit groupe de 6 personnes. Donc on était 6 à coucher le blé. Pour dessiner cette figure, ça nous a pris un peu plus de 2 heures, mais c'est vrai qu'on a perdu du temps à positionner des projecteurs, à filmer, à utiliser des drones, puis à cause de la bière un peu aussi peut-être. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait être fait en toute une nuit. Mais bien sûr, c'est une expérience exceptionnelle, à vocation pédagogique, et aussi artistique, c'est du land art, mais on le refera plus. Et on vous déconseille de le faire, parce que les agriculteurs ne font pas du blé pour qu'on le gaspille. Voici les dimensions de ce crop circle. Ça tiendrait dans un rectangle d'environ 66 mètres sur 40 mètres. Et les dimensions du crop circle de Crabwood tiendraient dans un rectangle de 90 mètres sur 60 mètres. Sans compter la partie du disque qui dépasse. Si je rajoute encore la partie du disque qui dépasse, potentiellement la largeur elle serait beaucoup plus importante. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les deux à l'échelle. À gauche, le crop circle de Crabwood qui a été fait tout au plus en quelques minutes. Et à droite, celui de Saraltroff qui a été fait avec 6 personnes dans un équivalent d'un peu plus de 2 heures. En sachant que bon, ils ont peut-être traîné à gauche à droite comme ils l'ont dit dans la vidéo. Donc si on déduit encore la pause de l'éclairage, le temps de mettre tout le matériel en place, les caméras et tout le tralala, tout le beans, on peut estimer que ce crop circle a été fait dans un temps possiblement équivalent à une bonne heure de travail à 6. Comme vous pouvez le constater, les photos parlent d'elles-mêmes. Et si vraiment vous n'avez pas compris ou vous ne voulez vraiment pas comprendre, c'est que vous êtes vraiment de très mauvaise foi. En ce qui concerne le code qui est inscrit dans le disque, il est parfaitement de nature humaine, car il a été codé en ASCII. C'est simplement un codage américain standard. Le message dit « Méfiez-vous de ceux qui apportent de faux cadeaux et de leurs promesses non tenues. Beaucoup de douleurs, mais toujours du temps. Croyez-le, il y a du bon là-haut. Nous nous opposons à la tromperie. » Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont tenté d'en déchiffrer le sens se sont tous cassés les dents dessus. Car les sceptiques pensent que c'est parfaitement fait de la main de l'homme avec des planches et des ficelles et n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a une tête d'alien là-dedans. Donc, d'office, il est classé comme étant un fake. Et de l'autre côté, les croyants pensent que c'est tout à fait extraterrestre et que c'est une preuve. Mais ils ne comprennent pas pourquoi le code a été écrit avec un langage informatique parfaitement humain. Dans les deux cas, sceptiques et croyants se sont fait complètement berner. Parce que la vérité est toute autre chose. Comme je l'ai précisé dans la vidéo Putris, une autre réalité est possible. Et comme je l'ai démontré dans cette vidéo, la faisabilité des sauts temporels par le biais des ovnis est également une réalité. Et donc, en conclusion, on peut en déduire que si les sauts temporels et les voyages temporels sont réalisables, il est fort à parier que cette tête d'alien, c'est un être humain du futur, qui est revenu dans le passé en 1947 pour prévenir justement d'une guerre nucléaire dans le milieu du 21e siècle. Alors, vu que j'ai le flair, je peux déjà m'attendre à ce que certains, dans les commentaires, vont me chier sur la gueule et me pisser dans les bottes. Mais en contrepartie, il va falloir me présenter une meilleure explication que la mienne. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris pourquoi la lignée humaine va se choper des gueules d'aliens dans le futur, je les renvoie à ma vidéo précédente. Putris, une autre réalité est possible. Oui, je sais parfaitement ce que vous pensez, je suis emmerdant, mais alors comme pas possible avec mes répétitions. Mais en même temps, si je ne le fais pas, ça rentrera d'un côté, ça sortira de l'autre. En même temps, je vais vous dire, faut vraiment être con pour pas remarquer ce qui se passe actuellement sur cette planète. On est à l'aube d'une 3e guerre mondiale, et potentiellement avec l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc je me dis quelquefois, j'ai pas entièrement faux dans mon discours. Ça peut se tenir.
Je vais vous dire comment je vois le futur. Eh bien c'est simple, la situation mondiale va pourrir lentement, comme ça l'a fait ces 10, ces 20, ces 30 dernières années, jusqu'à arriver à un point de non-retour où ça sera les Américains qui vont balancer le premier missile nucléaire. Et devinez vers qui ils vont le lancer? Vers la Russie. Et la Russie ne va que faire de riposter en réponse. Et le problème, c'est que d'autres pays, ils seront obligatoirement mêlés à cette saloperie, et après ça va faire un strike complet sur toute la planète. Du coup, la majorité des êtres humains vont crever, et il restera qu'une petite poignée de survivants qui, eux, vont se choper des radiations, de la pollution, de la malnutrition, en plein dans la gueule. Ça va modifier la génétique de l'être humain, et donc les futurs descendants vont progressivement ressembler à des monstres, jusqu'à en arriver à une stabilisation des radiations, et l'évolution va continuer, et au final, on aura tous des gueules d'aliens. Quand je dis nous, c'est nos descendants, bien évidemment. Et les gueules d'aliens, c'est justement le dernier point de cette vidéo que nous allons aborder. Alors, vu que vous devez certainement en avoir marre de m'entendre, donc ce qui va suivre, ça va être commenté par un autre youtubeur. Alors, je précise bien, je ne suis pas en collaboration avec lui. J'ai juste trouvé sa vidéo par hasard et j'en ai récupéré le segment qui nous concerne. Tout d'abord, un point qui pose souci et qui est encore en discussion aujourd'hui concerne la qualité de ces vidéos. Bien des personnes s'étant penchées sur la question expliquent que de générer de telles images, il y a de cela, je le rappelle, 10 ans, relève de l'exploit. Si l'on regarde par exemple ce qui se faisait à l'époque comparé aux vidéos que l'on retrouve sur la chaîne de Yvan, le résultat parle de lui-même. Pour appuyer même ce fait, voici ce que dira Ben Phillips, un spécialiste des effets spéciaux, à ce sujet. Je travaille dans les effets spéciaux, dans l'industrie du film. Moi et mon équipe pourrions créer un fake de la sorte. Le souci, c'est que cela prendrait une petite équipe, ainsi que pas mal de temps de préparation, et bien entendu, de l'argent. Puis Ben développera et argumentera sur la difficulté de création d'une telle vidéo pour une personne seule chez lui. Ce qui prouve une seule chose, c'est que si cette vidéo est fausse, eh bien la personne qui a créé Skinny Bob a fait quelque chose de très haute volée. Un autre point qui fait pencher Skinny Bob dans le monde du vrai, c'est le logo utilisé lors d'une des vidéos. Quel logo? Celui-ci. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Ce logo est en fait un logo appartenant au KGB. Regarde quand on place les deux côte à côte. La ressemblance est quand même frappante. Mais pourtant la vidéo a été tournée au Nouveau-Mexique, alors qu'est-ce que le KGB viendrait faire là-dedans? Beaucoup pensent que les États-Unis et la Russie ont à l'époque travaillé de concert sur ce cas, et que par ailleurs les vidéos qui ont été dévoilées l'ont été du côté russe, pas du côté américain. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement à cause du nom de la chaîne, Yvan 0135. Yvan qui est bien plus un prénom russe qu'un prénom américain. De ce fait, les parties dont il est question lors de la dernière vidéo devant se réunir pour signer un accord avec les petits gris n'étaient sans doute pas composées que d'Américains. Un autre point apportant des preuves de la véracité de ces vidéos sont les analyses d'images, comme ici où quelqu'un a pris une frame fixe où l'on voit Skinny Bob et l'a éclaircie, faisant ainsi apparaître l'oreille de ce dernier. Les détails sont quand même poussés. Une autre personne, quant à elle, a travaillé sur la composition de la scène, en replaçant différents plans sur une même feuille pour qu'on comprenne mieux l'ensemble de la scène qui s'est déroulée lors du crash de l'OVNI. Et tout cela semble assez réaliste. Petit point même de détail à souligner, on remarquera que l'OVNI est en feu. Enfin, quelqu'un a également pris une autre frame sur laquelle apparaît Skinny Bob pour en retravailler la luminosité et l'ombrage, et ainsi faire apparaître les yeux de ce dernier, que l'on ne peut voir que de cette manière.
Mais malgré tout cela, il y a eu des personnes qui ont cherché à savoir si oui ou non ces vidéos étaient fausses. Et bien entendu, ils ont trouvé des choses. Je ne vais pas ici passer en revue tous les détails qui vont à l'encontre de ces vidéos, mais vous allez voir que, en quelques simples points, tout ce que nous propose la chaîne Yvan0135, eh bien tout cela va tout simplement s'écrouler, comme un château de cartes. Le premier point qui rend ces vidéos totalement fake, c'est l'ajout d'effets spéciaux comme celui-ci, où l'on voit très bien que le grain et les bandes appliquées sur les vidéos, pour leur donner un style vieillot, a été ajouté par après, puisque l'on retrouve sur des sites d'effets spéciaux des calques contenant exactement les mêmes grains, que tout le monde peut utiliser et qui sont sortis bizarrement exactement à l'époque où les vidéos de Yvan ont été créées. Aïe, ça fait mal, en effet. Et hélas, ce n'est pas tout. Le timecode que l'on voit ici, eh bien lui aussi a été rajouté par après. Il s'agit d'une fonte gratuite de Microsoft, appelée Consolas. Le tout un peu écrasé, un peu flouté par un programme d'édition d'images, puis réencodé pour être lu en à peu près 15 images secondes, donnant au bout du compte ce look ancien. Enfin, et ce sera le dernier point que je vais exposer, ce fameux timecode ne change pas, bizarrement, lorsqu'une image change. Ce qui est problématique, puisque d'un plan de caméra à un autre, le timecode, lui, continue absolument comme si de rien n'était. Voici ce que dira un expert à ce sujet. Le timecode est curieux, car en voyant que la vidéo semble être une archive, avec son style vieux film, ce type de timecode n'existait pas à l'époque. Exactement. Ça a été édité par après. Et le timecode aurait été ajouté, par après, par la suite. Ouais, c'est plutôt curieux. Ce type de timecode n'existait pas à l'époque. Ouch. Non, et ça, quelque part, nous le savons, puisque j'ai expliqué précédemment que la fonte utilisée pour créer le timecode provenait de Microsoft. Sauf que Microsoft n'existait pas à cette époque. Je veux dire, pas au moment du tournage des vidéos de Yvan. Soit, vous l'aurez compris, Skinny Bob est très certainement quelque chose qui a été monté de toutes pièces, mais possède une qualité telle que même encore aujourd'hui, il est difficile, sans l'œil d'un expert, de savoir si oui ou non tout cela est vrai ou faux. Donc voilà, vous en savez plus à présent. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est avec ça. Tout ce que nous propose la chaîne Yvan0135, eh bien tout cela va tout simplement s'écrouler, comme un château de cartes. Ah, mais c'est bien beau de dire que tout s'écroule comme un château de cartes quand on oublie d'émettre des hypothèses supplémentaires. Si ce timecode et cet effet vieux film ont été rajoutés au-dessus de la vidéo originale, ce n'est pas sans raison. Première possibilité, Yvan0135, qui est le détenteur des pellicules originales de ce film, a volontairement rajouté des effets de vieillissement et un timecode sur ses vidéos. Étant donné qu'il savait pertinemment que ces vidéos allaient être visionnées, téléchargées, remodifiées et rebalancées sur l'internet, il voulait vraiment être sûr que les originaux ne soient aucunement dégradé, et que lui seul, le jour venu quand il faudra montrer ses preuves, pourra prétendre que ce sont les réels originaux. Étant donné que les originaux ne contiennent justement pas ce rajout d'effets, il y a fort à parier qu'ils sont de meilleure qualité. Et suite à une analyse approfondie en laboratoire de ces pellicules, on découvrira qu'elles sont totalement réelles. Quand je dis réel, c'est que je veux dire qu'il n'y a pas eu de trucage lors du tournage de cette vidéo. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui ont crié au fake par rapport à l'éclaircissement du visage de Skinny Bob, ce qui a fait apparaître justement ses yeux, je vais formuler l'hypothèse suivante, qui est tout à fait crédible et qui rejoint littéralement le récit de ma vidéo. Rappelez-vous juste d'un passage dans la vidéo, quand un des putrices s'adresse au général. Le putrice dit qu'il y a une différence entre eux, donc la population, et leur élite. L'élite arrive à se reproduire encore naturellement, et la population, malheureusement, non, car ils sont atrophiés au niveau de leurs organes génitaux. Nous pouvons donc formuler l'hypothèse suivante,
il est fort probable que l'élite n'ait pas vraiment subi les mêmes modifications génétiques que le restant de la population, ce qui aura comme conséquence une légère modification dans l'apparence physique du faciès de l'élite, possiblement au niveau du diamètre des globes oculaires ainsi que le tronc cérébral et le cortex visuel. À gauche, le faciès de la population putrice, à droite, l'élite putrice. Maintenant, regardez si j'assombris celle de gauche. Puis celle de droite. Est-ce que vous saisissez la subtilité? Non, vraiment? Toujours pas? On peut émettre l'hypothèse que le dissident à gauche a utilisé un camouflage pour se faire passer pour un membre de l'élite, afin justement de voler le vaisseau temporel. Comme quoi, il est fort probable que même l'usurpation d'identité se fera dans le futur. Et à votre avis, quel est le meilleur moment pour déjouer et détourner l'attention de l'élite? Eh bien c'est simple, c'est à la tombée de la nuit, dans l'obscurité. Et pour vous montrer la différence que ça fait avec et sans maquillage dans l'obscurité, sur le skinny bob de droite, j'ai tenté de supprimer le maquillage afin de révéler son visage. Chose qui malheureusement n'a pas été très facile à faire puisque j'étais obligé d'utiliser du brushing. On ne peut malheureusement pas juste supprimer la couleur noire de l'image, donc on est obligé de rajouter de la couleur plus claire pour supprimer le noir afin de faire ressortir les yeux et ainsi révéler le visage comme il devrait être sans le maquillage. En quelque sorte, c'est une reconstitution. Et maintenant, on va refaire la même opération, on va les remettre dans l'obscurité et voir les différences. Sans le maquillage, il n'aurait probablement pas pu tromper l'élite afin de voler le vaisseau. Tout ce que nous propose la chaîne Yvan0135, eh bien tout cela va tout simplement s'écrouler. Non. Quand on en oublie toutes les autres hypothèses qui sont possibles, il n'y a rien qui s'écroule. Au contraire, le cas reste ouvert. On pourrait tout aussi bien croire que cette vidéo est authentique et que celui qui a filmé ces personnages a utilisé des enfants qu'il a déguisés en extraterrestres. Et selon moi, cette hypothèse ne tient pas non plus, étant donné la morphologie de leur corps. On pourra constater que les membres supérieurs sont bien trop longs pour être ceux d'un enfant, ce qui au final prouvera que Yvan0135 possède des films qui contiennent réellement des êtres vivants venant du futur. Et là, une fois de plus, l'avenir nous le dira. Alors comme il est répété très souvent, c'est l'hypothèse la plus simple qui est souvent la meilleure. Mais pas tout le temps, car quand on en oublie toutes les autres hypothèses possibles, on ne peut pas dire que l'hypothèse la plus simple est la meilleure. Imaginez un médecin légiste de la police scientifique qui est en train de bosser sur une enquête et puis il en oublie une partie des probables hypothèses. Eh ben, je suis désolé, il n'a pas fait son boulot et donc son boulot est bâclé. Ses conclusions seront faussées et biaisées. Nous ne pouvons que réduire les choses au plus simple uniquement quand nous avons étudié toutes les hypothèses, même en incluant les hypothèses les plus farfelues. Quand on veut être précis et minutieux, on étudie toute possibilité. Puis on en fait des déductions et après on en tire des conclusions. Voilà, cette vidéo s'achève ici. Si par malchance il s'avère que ce récit deviendra la réalité, eh bien on sera pas dans la merde, moi je vous le dis. Par contre, si je me suis planté sur toute la ligne, eh bien ça fera un bon film de science-fiction, et point final. Si au passage quelqu'un connaît Spielberg ou James Cameron, moi je suis partant pour collaborer avec eux. Non, je pose juste la question comme ça au passage, parce que vous savez ce qu'on dit en général. Toutes ces choses futuristes qu'on a pu voir dans les vieux films de science-fiction sont actuellement dans la vie de tous les jours, dans le monde réel dans lequel nous vivons. Par exemple, comme les tablettes tactiles, les téléphones portables, toutes les technologies numériques, les choses qui étaient totalement inimaginables à l'époque, sont devenues des réalités. Si tu penses que je suis complètement fêlé de la cafetière,
Ben, je sais pas, moi, allume la télé et regarde déjà comment que ça se passe dans les pays du monde. Sors de chez toi, regarde comment que ça se passe dehors, rien qu'avec le carburant. Tu trouves pas ça déjà grave? Tu trouves pas que les gens ils sont déjà fêlés sur cette planète? Entre ceux qui sont en train de se gaver comme des porcs avec des dividendes pendant ce temps que d'autres sont en train de crever la dalle sous les ponts, entre nos connards de dirigeants qui sont en train de tailler la France en pièces d'un côté et faire du va-t-en-guerre de l'autre, moi honnêtement je me sens pas plus fêlé de la cafetière que ça. Bien au contraire, j'ai plutôt l'impression que je suis plutôt sain d'esprit comparé à beaucoup d'autres personnes. Moi, personnellement, des fois j'ai l'impression que je vis sur une planète de tarés. Et au final, si cette vidéo ne t'a pas convaincu, tu peux toujours choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.